Bonjour tout le monde et merci d'être là et merci à Carole Dufouille qui, vous l'avez compris, est non seulement une organisatrice de ces webinars, mais en plus, si elle n'avait pas été là, il était hors de question que j'arrive à me connecter. D'ailleurs, je suis dans son bureau, mais on est à 1 mètre de distance. Alors, je vais vous parler de éthique et recherche clinique en Afrique. L'Afrique est considérée un petit peu comme un laboratoire de recherche très apprécié, en particulier en pathologie infectieuse. Et parfois, c'est des très bonnes raisons. D'abord parce que c'est souvent, hélas, le cas. Il y a beaucoup de patients en Afrique et quand on a besoin de faire des essais thérapeutiques un petit peu rapides et d'avoir suffisamment de patients pour le faire, il est nécessaire de faire ces essais en Afrique. Ensuite, il peut y avoir des médicaments que l'on cherche à tester spécifiquement pour une application africaine. Et surtout, si on fait un essai qu'on appelle la pragmatique, par rapport à ce que vous savez tous être des essais explicatifs, et qu'on veut savoir si l'essai est réellement utilisable, il vaut mieux le faire dans l'endroit même où on veut introduire le médicament. Ça, ce sont de bonnes raisons. Mais il y a aussi de mauvaises raisons, hélas, qui ne sont pas toujours avouables. Le fait qu'il a semblé à certains, et il semble encore à certains, qu'en Afrique, on puisse faire un peu plus facilement les essais parce qu'on n'a pas les mêmes contraintes administratives, parce qu'on a des coûts qui peuvent être réduits, parce que sur le plan éthique, on peut éviter certaines obligations. Ces raisons sont rarement avouables et souvent un petit peu sous-jacentes au projet que l'on voit. Et parfois, les raisons sont absolument inadmissibles. C'est le cas où les règles éthiques ne sont pas respectées. On va y revenir. Et c'est sur ce point que je voudrais insister. Il faut aussi comprendre qu'il y a une certaine susceptibilité, tout à fait compréhensible d'ailleurs, des Africains ou d'autres personnes que les Africains, dès lors qu'ils ont l'impression que des essais thérapeutiques pourraient être lancés en Afrique pour de mauvaises raisons, avec derrière une impression d'une forme de racisme. Je ne sais pas si vous avez vu l'épisode qui était assez récent concernant 2 professeurs qui, à la télé, ont parlé de faire un essai d'une vaccination BCG contre le Covid-19. Je ne suis pas sûr du tout qu'ils avaient dans leur esprit ce qui leur a été reproché, c'est-à-dire une forme de racisme, sauf que de le dire comme ça à la télé, évidemment, et sans excès de susceptibilité, mais évidemment, tout le monde a hurlé, enfin, tous les gens normaux ont hurlé, l'OMS d'ailleurs a réagi, des avocats en Martinique ont fait un procès. Pourquoi? Parce qu'il y a une susceptibilité parfaitement compréhensible dès lors qu'on parle de recherche clinique en Afrique. Ce que je voudrais maintenant, à propos de... Mais pourquoi ça ne marche pas ce truc? Il faut appuyer sur quoi pour que la diapo marche? Là? Eh bien, elle ne marche pas. Elle fait schmouf. Ça commence, la rigolade commence. C'est là qu'il faut appuyer? Tout à l'heure, vous l'avez fait sans que je... Vous avez appuyé là-dessus? Oui, oui. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc? Oui, mais je l'ai dit déjà, ça, non? Changer de diapo. Alors, je change de diapo. Voilà. 2, 3, voilà. Voilà. Alors, quand c'est que se pose réellement le problème de la recherche et des essais thérapeutiques en Afrique? Bon, je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il y a de nouveaux médicaments et qu'on a besoin d'une réponse rapide, avec des patients suffisamment nombreux ou suffisamment atteints, puisque dans les essais qui cette fois-ci ne sont plus pragmatiques mais explicatifs, on cherche à sélectionner les populations qui sont les plus réceptifs et qui donneront le plus rapidement des résultats. Je répète que ça peut poser des problèmes éthiques et qu'une des règles, j'y reviendrai, a été, par la NRS par exemple sur le sida, mais par d'autres comités d'éthique, de dire qu'il ne faut réaliser des essais thérapeutiques en Afrique qu'avec des conditions particulièrement rigoureuses sur le plan éthique. Et une condition supplémentaire est rajoutée, c'est qu'il faut que les médicaments testés soient utiles à l'Afrique. Évidemment, vous l'avez compris, ça pose quand même des problèmes, parce que l'utilité, c'est quoi? C'est à court terme, immédiatement, c'est à moyen terme, c'est à long terme. C'est sûr que des antirétroviraux qui ont pu être testés en Afrique éventuellement, on aurait pu dire que ça n'est pas utile à l'Afrique au moment où ils ont été testés, mais ça a été utile plus tard. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est un débat qui ne se refermera jamais, y compris parce qu'il y a des personnes qui considèrent que la manière de respecter l'Afrique, c'est aussi de les associer
à tous les progrès qui doivent être faits dans le monde entier. Mais enfin, c'est une vraie question. J'y reviendrai sur l'exemple que je prendrai. Est-ce que oui ou non, quand on fait un essai thérapeutique avec un nouveau médicament, on est sûr ou on a une forte probabilité pour que ce médicament soit adapté et utilisable en Afrique, si tant est qu'on fasse l'essai en Afrique. Alors évidemment, vous le savez, vous avez compris que la question que l'on se pose, c'est essentiellement une bonne question dès qu'il s'agit de vaccins. J'ai déjà parlé du coronavirus, qui était à mon avis un mauvais exemple, mais pour le VIH, par exemple, les gens qui ont travaillé là-dedans, on n'a jamais imaginé une seconde, lorsqu'on a réfléchi à des essais vaccinaux de phase 2 ou 3, des essais vaccinaux en population, on n'a jamais imaginé une seconde les faire ailleurs que dans des territoires où la prévalence était forte, et en particulier en Afrique. D'ailleurs, même nous-mêmes, on a réfléchi à monter des cohortes africaines pour répondre à la question du vaccin VIH, à condition qu'il existe. Donc, je l'ai dit qu'il y a des règles éthiques qui sont considérées comme universelles, et je l'ai dit aussi il y a quelques secondes, une des règles qui est rajoutée à ces règles éthiques universelles, c'est l'intérêt pour l'Afrique. Mais vous le verrez sur l'exemple que je vais prendre, c'est pas si facile que ça. Il y a des problèmes de consentement, il y a des problèmes de comité d'éthique, et il y a des problèmes de suivi post-essai. Alors, je ne voudrais pas vous vexer, mais je pense que la diapo suivante, c'est un petit rappel que tout le monde connaît, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un essai thérapeutique. Bon, il y a un groupe testé, enfin, je le dis parce que si Raoult se branche, au moins il apprendra quelque chose. Donc il y a un groupe testé, il y a un groupe témoin qui prend un produit de référence s'il en existe un, qui a démontré son efficacité, ou s'il n'y a rien, un placebo lorsqu'on veut garder une comparabilité des deux groupes. On randomise donc ces deux groupes, on fait un suivi, on a des résultats. Voilà. Je vais vite parce que ça tout le monde le sait. Et c'est un petit rappel parce que peut-être des gens ne voient pas très bien où je veux en venir, puisque je vais vous parler maintenant d'un essai thérapeutique. Et auparavant, je vous rappelle aussi, puisque je vous ai montré le diagramme des essais, qu'est-ce que c'est que les règles éthiques universelles qui prévalent quand on parle d'essais cliniques. L'ambivalence. L'ambivalence, ça veut dire que si vous avez deux groupes, un bras qui prend X et un bras qui prend Y, que Y soit un traitement de référence ou que Y soit un placebo ou quoi, il faut avoir une ambivalence, c'est-à-dire que, a priori, en toute conscience, et pour l'ensemble des gens qui réfléchissent au problème, il y a autant d'avantages d'être dans le bras 1 que dans le bras 2. Et donc, il y a ambivalence. Aucun des deux bras, s'il y a une randomisation, n'est a priori défavorisé par rapport à l'autre. Il faut une rigueur scientifique. C'est une évidence maintenant. Croyez bien qu'au début, au tout début, avant que les essais thérapeutiques soient développés et très largement connus, il y avait des comités d'éthique, mais la rigueur scientifique n'était pas un élément majeur. Ah, on m'a sonné là, non? Alors que c'est un élément majeur et cette rigueur scientifique est une des règles principales des règles éthiques universelles des essais cliniques. Il faut évidemment ne pas exposer les personnes participantes à des risques inacceptables. Elle me fait des grimaces, Carole Dufouille, pendant que je parle. Alors, comment voulez-vous que je reste sérieux? Et il faut obtenir un consentement libre et éclairé des personnes incluses et recevoir l'aval d'une autorité garante de l'éthique. Et je vais vous montrer sur un exemple qu'on a fait à Bordeaux pourquoi ce n'est pas si facile que ça. La rigueur scientifique, ce n'est pas un gros problème, mais pour l'ambivalence, pour le consentement, pour l'aval d'une autorité, c'est un petit problème. L'exemple que je voudrais développer est ancien. Il est tiré d'une expérience que nous avons eue dans l'unité INSERM de l'époque, qui s'appelait l'unité 330, qui avait été créée en 90 et qui est la grand-mère ou l'arrière ou arrière-arrière-grand-mère du BPH. Dans les années 93-94, poussé beaucoup par un jeune assistant arrivant des États-Unis et très énergique qui s'appelle toujours d'ailleurs, François Dabis, on a lancé avec un jeune chef de clinique de Paris qui s'appelle Xavier Anglaré et une interne de santé publique qui s'appelle toujours Valériane Leroy, on s'est transporté à Kigali, au Rwanda, pour faire des travaux qui déjà concernaient la mère et l'enfant, avec un investissement très lourd et évidemment une énorme tristesse, plus qu'une déception, une tristesse, une désolation, lorsqu'en 1994,
est apparu ce génocide inconcevable qui a frappé beaucoup des gens qui travaillaient avec nous, auquel a assisté d'ailleurs Valériane Leroy et Xavier Anglaré aussi. Une anecdote pour ceux. Euh, je me rappelle, Xavier était un chef de clinique intéressé par la santé publique, il voulait travailler avec nous là-bas. Et je me rappelle un jour, j'étais à Paris, il me téléphone et il me dit, Monsieur Salamo, il reste peut-être un peu d'argent sur le projet qui s'appelait ECME. Pour finir, je ne sais pas si c'était une publication ou sa thèse, je voudrais, si vous êtes d'accord, retourner à Kigali quelques jours. Et j'ai dit, bien sûr, je suis d'accord. Il est parti. Et c'est le dernier avion qui a atterri à Kigali avant les événements que vous connaissez. Voilà, donc toutes ces personnes ont dû quitter le Rwanda en 1994 et l'ANRS alors nous a proposé de diriger, entre guillemets, un site à Abidjan et c'est là-bas qu'a été développé l'essai thérapeutique dont je vais vous parler. Vous savez tous d'ailleurs que ceux qui ont travaillé avec moi à cette époque-là ont tous fait des très jolies carrières, puisque François Dabis, après être devenu professeur, est devenu directeur de la NRS. Xavier Anglaré, après avoir passé sa thèse, est devenu chercheur à l'INSERM, directeur de recherche, et maintenant il est responsable nord de l'énorme site d'Abidjan, et il a travaillé énormément. Et Valériane Leroy est devenue aussi directeur de recherche à l'INSERM. Malheureusement, elle a épousé un Toulousain et elle n'est plus avec nous. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Non, je dis elle est connectée, par contre. Ah, je l'embrasse si elle est connectée. Alors, ça a été fait donc avec l'appui de l'Agence nationale de recherche sur le sida, un essai qui s'appelait DITRAM, et qui était un essai thérapeutique qui visait à réduire la transmission mère-enfant du VIH en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, où là, notre correspondant, si on peut dire, qui était à l'époque l'équivalent de chef de clinique, je crois, gynécologue, qui s'appelait Nicolas Méda et qui a fait le DEA d'épidémiologie à Bordeaux, est ensuite, vous le savez, devenu ministre et maintenant il est confronté au Covid-19 au Burkina et, me dit-il souvent, parce qu'il m'envoie des messages, très embêté. Alors, c'est un essai qui a débuté en 1995. L'objectif était d'évaluer la tolérance et l'efficacité d'un traitement maternel court de zidovudine AZT en péripartum pour réduire la transmission du VIH de la mère et l'enfant. Les mères pratiquaient majoritairement l'allaitement maternel. Avant de vous dire ce qui est marqué dessous, placebo, je voudrais insister sur le dernier point qui est en bas, le contexte. Le contexte était le suivant. En 1994, l'AZT donné à des femmes enceintes avait montré une efficacité non négligeable pour réduire le taux de transmission de la mère à l'enfant. C'était un essai qu'on appelait à l'époque ACTG, je ne sais pas quoi, qui était essentiellement américain, mais avec aussi une participation française, et qui était construit de la manière suivante, et c'est important que vous l'écoutiez. Les femmes enceintes, pendant toute la durée de la grossesse, prenaient de la ZT par voie orale. Au moment de l'accouchement, elles en prenaient par voie intraveineuse. Et on leur proposait, je ne sais pas si on leur imposait, mais on leur proposait une césarienne. Et évidemment, il n'y avait pas d'allaitement maternel après. Et cette technique, qu'on appellera un traitement long, avait montré une efficacité incontestable. Bien évidemment, vous l'avez compris, une telle technique était inutilisable, impraticable, inimaginable en Afrique. Pourquoi? Parce que les femmes ne venaient pas être suivies pendant leur grossesse pendant longtemps, en général, je dis bien en général, hein, elles arrivaient en fin de grossesse, à la maternité ou à l'hôpital, qu'il était hors de question donc de leur donner de la ZT pendant longtemps. On ne pouvait leur en donner que pas très peu, mais sur très peu de temps. Il était hors de question en routine de faire des transfusions sanguines d'AZT. Il est hors de question en routine de pratiquer une césarienne. Dans un essai, on aurait pu, sur quelques malades, mais comme c'était un essai qui avait une visée à être, si ça marchait, développé dans l'ensemble de l'Afrique, on n'allait évidemment pas recommander à l'ensemble de l'Afrique, dès qu'une femme était séropositive, de faire une césarienne. Quant à l'allaitement, on y reviendra, mais vous savez bien qu'en Afrique, ça peut poser des problèmes majeurs à tous les niveaux, culturels, mais surtout pratiques pour l'enfant aussi, et financiers, de se priver d'un allaitement maternel.
Donc, rappelez-vous bien le contexte. En 1994, les étés étaient efficaces, administrés tels que je vous l'ai dit. Nous avons, nous, souhaité faire un essai clinique randomisé en double aveugle, AZT versus placebo, dans une population de consultation prénatale. Et vous voyez tout de suite, en disant ça, le réflexe que l'on peut avoir, et que je vous demande d'essayer de vous mettre dans la tête. On a dit avant, dans les règles universelles, qu'on ne peut donner un placebo que s'il n'y a aucun traitement de référence. L'essai ACTG dont j'ai parlé en 1994 a montré que la ZT était efficace sous certaines conditions. Comment peuvent-ils se permettre de randomiser et de donner à un bras un placebo? Ça a été une réflexion immédiate d'un certain nombre de personnes, pas tous des grands spécialistes, mais certains qui avaient une certaine médiatisation. Je parle, et j'y reviendrai, de Jean Yvenot, qui était un journaliste du Monde, très réputé, et qui m'a tout de suite appelé en disant qu'il avait vu cet essai qui était scandaleusement inadmissible sur un plan éthique. Et beaucoup de gens trouvaient que c'était inéthique et nous ont un petit peu attaqués, même beaucoup attaqués. On a tenu bon. Et je continue, vous verrez la suite. Alors, le placebo. Comme je viens de vous le dire, et c'est pour ça qu'on pouvait avoir un problème éthique, d'ailleurs, pendant que je parle, ça serait bien que chacun d'entre vous qui n'êtes pas déjà au courant de ça, réfléchisse si à leur avis, il y avait ou pas un problème éthique, quel était-il et qu'aurait-il fallu faire, puisque ça vous permettra de comparer ce que vous pensez à ce que nous avons fait. Donc, je le répète, le placebo n'est accepté que s'il n'y a pas de traitement de référence. Et avec la principale question, c'était est-ce qu'il existe un traitement efficace? Si oui, il y a pas le droit de placebo. Sauf que, j'ai rajouté esprit, dans les pays développés, oui, mais dans les pays comme la Côte d'Ivoire, est-ce qu'on pouvait transposer ce traitement efficace? Évidemment non. Sauf sur l'essai lui-même. Et vous nous direz, peut-être certains le pensent, pourquoi ne pas avoir fait un essai d'équivalence au lieu d'un essai d'efficacité entre AZT traitement court, celui qu'on veut faire, et AZT traitement long. Et évidemment, je vous répondrai immédiatement. Un, que s'il y a un problème éthique à donner à un bras un placebo par rapport à l'AZT qui est, on l'espère, efficace, il y a le même problème éthique à l'envers si on donne un traitement long par rapport à un traitement court, puisqu'évidemment, on sait que le traitement long sera meilleur. Outre le fait que, même s'il y avait une équivalence ou une efficacité supérieure du traitement long plutôt, il était impossible de le recommander à l'ensemble de l'Afrique. Mais d'ailleurs, c'est marqué sur la diapo, hein, vous le lisez aussi bien que moi, le traitement long est inaccessible chez les femmes précocement pendant la grossesse. Il y a un risque d'une perfusion intraveineuse pendant l'accouchement. Pratique l'allaitement maternel prolongé, c'est quasiment une obligation. Et donc, dans des conditions réelles et faisables d'utilisation du site, la seule méthode que nous avions en tête et qui était une évaluation acceptable, c'était l'essai randomisé contre placebo. Alors évidemment, on s'est posé des questions, est-ce qu'on ne pourrait pas se raccrocher un petit peu à l'ambivalence? Ça fait toujours, j'allais dire, ça fait toujours plaisir, c'est complètement con, mais on a toujours envie d'avoir bonne conscience. Donc on s'est dit, bon, est-ce qu'il n'y a pas quand même un effet délétère possible de la ZT qui ferait que ça peut être mieux que le placebo, mais peut-être aussi moins bien? En effet, il y a des risques chez la femme incluse d'anémie, d'induction de résistance pour les femmes du groupe AZT. Il y a un risque de fétotoxicité pour l'enfant peut-être, et un risque de stigmatisation avec rejet social pour toutes les femmes incluses dans cet essai. On s'est posé quelques questions, mais c'était juste pour... Ce n'étaient pas des questions majeures et ça ne nous a pas du tout empêché, se posant ces questions-là, de faire un essai dont on avait tous l'impression qu'on n'était pas dans une réelle ambivalence. On avait envie de croire qu'on l'était, mais on ne l'était pas. Et la deuxième difficulté, là je vous ai exposé longtemps la notion de placebo, c'est le comité d'éthique locale. Alors à l'époque, je dis bien à l'époque, parce qu'il y a beaucoup de choses ont évolué, excusez-moi. À l'époque, c'était un des gros problèmes généraux des essais thérapeutiques en Afrique, c'était que les comités d'éthique qui sont indispensables pour donner un agrément, pour donner un accord, et qui doivent être indépendants, eh bien, soit il n'y en avait pas dans la plupart des pays d'Afrique et du Maghreb,
Et soit qu'il y en avait, leur indépendance était plus que sujette à caution. Et d'ailleurs, même au départ de cet essai, le comité d'éthique de Côte d'Ivoire, qui a été un des premiers à se mettre en place avec une énorme compétence et un gros pouvoir, parce qu'on avait beaucoup de projets avec la NRS, on n'était pas du tout sûr au début qu'il était aussi indépendant que ça. Et j'ai connu sur d'autres projets dans d'autres pays des comités indépendants clairement affichés pour pouvoir faire des essais qui n'avaient aucune indépendance par rapport à un ministre ou par rapport à un président de la République. Bon, mais enfin, nous, en Côte d'Ivoire, on avait l'impression, parce que c'était des gens vraiment très, très compétents, très ouverts, que ces comités d'éthique jouaient un rôle. Sachez que l'ANRS imposait pour un essai thérapeutique en Afrique un accord du comité d'éthique français, j'allais dire parisien, français, et un accord, et c'est normal, du comité d'éthique local. On a obtenu ces deux accords. Et on les a obtenus malgré les difficultés dont je vous ai parlé, malgré Jean Yvenot, qui évidemment faisait campagne et Act Up aussi. Je dis ça avec une certaine tristesse parce que j'ai une certaine sympathie pour les associations de malades, mais là, il déconnait complètement, qui ont fait beaucoup d'efforts médiatiques pour que le comité d'éthique en France refuse. Et là, on a été très soutenu par la NRS. Et aussi, et surtout, j'allais dire, en Afrique. C'est-à-dire que quand en Afrique, en Côte d'Ivoire, les gens lisaient Le Monde et disaient que des chercheurs français utilisent l'Afrique à des fins inacceptables avec des essais non éthiques, DITRAM, Tchatcha, Bordeaux, tout ce que vous voulez, vous imaginez bien que les Ivoiriens, face à ça, leur comité d'éthique locale ou même leur administration avaient une certaine réticence à nous laisser travailler. Voilà, donc c'était un certain nombre de difficultés. Qu'est-ce que c'est ce truc? Je suis revenu en arrière là. Je suis pas censée. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est pas Ah voilà, là c'est bon. Alors d'autres difficultés éthiques de l'essai d'ITRAM et de beaucoup d'essais, surtout à cette époque et peut-être encore maintenant en Afrique, c'est ce qu'on appelle le consentement éclairé. Éclairé, éclairé. Enfin, euh, on l'a fait, puisqu'il fallait le faire. Individuel et écrit, on n'a eu que 6% de refus, mais c'est parfaitement hypocrite. C'est parfaitement hypocrite, c'est complètement ridicule presque, tel que c'est. De demander à une femme en Afrique, à cette époque, euh, alors je vais le caricaturer d'une manière qui m'est habituelle, donc ne le prenez pas mal, mais à peu près la manière suivante. La dame arrive, elle est enceinte et on lui fait un prélèvement et on trouve qu'elle est séropositive. Et on lui dit, écoutez, madame, il y a un risque, bien sûr faible, mais il y a un risque possible pour que votre enfant soit porteur du virus. Mais nous avons un essai thérapeutique qui peut-être va sauver des vies. Est-ce que vous accepteriez de rentrer dans cet essai thérapeutique? On vous donnera un petit comprimé, on vous suivra, ou alors ce qu'on appelle un placebo. Mais si vous rentrez dans cet essai, on vous suivra au moment de l'accouchement et après pendant plusieurs mois. On vous payera le taxi pour que vous veniez voir nous, les grands médecins blancs que nous sommes. Si votre enfant ou vous-même avez les moindres problèmes, les moindres maladies, on les prendra en charge gratuitement. Enfin, vous imaginez bien combien de femmes africaines, dans ces conditions, vont vous dire non. Est-ce que c'est vraiment un consentement éclairé? Bon. Il faut voir aussi que la culture dans ces pays, c'est que souvent, quand les gens veulent prendre une décision, ils en réfèrent au chef de famille. Et là, on aurait pu imaginer, d'autres l'ont fait, ont fait des travaux là-dessus pour essayer d'imaginer que dans des essais thérapeutiques en Afrique, il faut un consentement global de chef de famille, de chef de je ne sais pas quoi. Enfin, ce consentement éclairé tel qu'il est fait et quasiment obligatoirement, même si nous, on ne l'a pas du tout fait dans les conditions ridicules et caricaturales que je vous ai expliquées, on l'a fait de la meilleure façon possible, mais malgré tout, il est évident qu'on va avoir beaucoup d'accords. Et la preuve, c'est qu'il n'y a eu que 6% de refus d'inclusion dans l'essai. Alors, on avait un autre problématique, moins grave ici que dans les essais qu'on a fait et que d'autres ont fait plus tard, lorsqu'il y a eu de nouveaux médicaments antirétroviraux en Afrique, c'est quel est le bénéfice individuel direct. C'est-à-dire, je m'explique, parce que ici, on avait le souci que la femme enceinte qui était infectée, on lui donnait de la ZT en fin de grossesse pour diminuer la transmission de la mère à l'enfant, mais on ne lui donnait pas de la ZT pour elle après. Et ça nous a posé un problème, et qui était moindre que le problème que je vous décrirai dans 3 secondes,
avant, je voudrais juste terminer ici parce qu'il y avait aussi un problème qu'on a pu avoir, c'est que les mères enfants qui étaient incluses avaient un privilège que je vous ai décrit, le fait qu'elles étaient prises en charge, qui était un peu lourd par rapport à ce qu'on ne pouvait pas faire dans le reste de la population. Ça pose aussi un petit problème éthique qui est lié aux inégalités créées pour les personnes non incluses dans l'essai. Alors, je vous disais tout à l'heure que l'absence de prise en charge des patients dans un essai est un problème majeur qu'on a nous-mêmes rencontré en Côte d'Ivoire lorsque, quittant la mère et l'enfant, on s'est intéressé à l'adulte et au traitement de l'adulte. Et quand on faisait un essai thérapeutique, par exemple X contre Y ou X contre placebo comme traitement de l'adulte, vous imaginez bien que à la fin de l'essai, si on disait ben voilà X c'est mieux que Y ou qu'un placebo, il était tout à fait éthiquement normal que l'on puisse, puisque X était meilleur, en garantir l'administration à tous, ceux du placebo, et j'ai envie de dire encore plus ceux qui avaient pris X pendant l'essai. Vous ne pouvez pas dire à la fin de l'essai, voilà, vous avez pris X, X c'est très bien, merci beaucoup, on va pouvoir l'utiliser aux États-Unis, mais vous, on s'excuse, on ne peut pas vous en donner. Donc, le suivi de l'essai, après l'essai, pour que les gens puissent bénéficier, au moins ceux de l'essai, de la thérapeutique qu'ils ont testée, même si toute la population ne pouvait pas immédiatement, vu le coût des médicaments, a été une préoccupation majeure des chercheurs, une préoccupation majeure de notre équipe. Et on a pu le faire en Côte d'Ivoire. Il y a des endroits où ça n'a pas pu être fait parce qu'il y a eu à ce moment-là des, je sais pas comment dire, des médicaments qui ont été gratuitement offerts au pays et qu'on a obtenu de la part du ministre de la Santé qu'une priorité soit donnée, pas la seule, évidemment, il y avait bien d'autres priorités aussi, mais que parmi les prioritaires qui allaient pouvoir bénéficier de ce traitement à vie, il y avait les gens qui avaient participé à des essais. Mais si on n'avait pas obtenu ça, on aurait été très embêtés, vous l'imaginez, parce que ce n'est pas une règle éthique de l'essai proprement dite, au sens des règles universelles que j'ai présentées tout à l'heure, mais c'est quand même impossible d'imaginer qu'un chercheur, et nous n'aurions jamais pu le faire, puisse faire dans un essai un traitement contre autre chose, montrer que le traitement est efficace et dire au revoir et merci. Voilà, ça a été un problème majeur et c'est resté un problème majeur pour beaucoup d'autres équipes aussi. Résultat, je crois qu'on arrive à la fin. Elle me dit, Carole, elle me dit, il était temps. Non, j'ai mis. Je vois la diapo. Le résultat, c'est qu'on a montré que la ZT était efficace, que ça a permis une recommandation de l'OMS après une publication dans le Lancet. Et je dis bien malgré Jean Yvenot. Pourquoi je reviens sur Jean Yvenot? Parce que généralement, on ne cite jamais les gens quand on est poli dans des trucs. Moi, je le cite volontairement parce que j'ai un souvenir, en plus de tout ce que je racontais, très précis à l'ambassade de France à Abidjan, en présence de gens qui travaillaient avec nous et de gens de Côte d'Ivoire, où il était d'une hostilité à l'essai folle en essayant de les convaincre de nous interdire de faire l'essai, etc. Et donc, je lui ai posé la question, et c'est la même que je vous pose. Que fallait-il faire? Réponse de Jean Yvenot, ben, il fallait donner de la ZT à tout le monde. Réponse de Roger Salomon, mais on n'avait pas de la ZT à donner à tout le monde. Je ne vois pas comment on aurait pu faire que l'OMS ou quoi le donne à tout le monde. Et l'OMS nous aurait répondu, comme on aurait pu répondre à Raoult, tant que vous n'avez pas démontré quelque chose, on ne donne rien. Ah bon? Eh oui, monsieur No. Alors, et là, devant témoin, il me dit, bah alors il fallait mieux ne rien faire, plutôt que de faire quelque chose d'inéthique. Et je lui ai répondu, bah, vous avez peut-être raison, mais nous venons, pas nous venons, c'est ce que je lui dirai maintenant, nous allons publier les résultats s'ils sont positifs dans le Lancet, l'OMS va dire que c'est formidable, les Américains vont d'ailleurs publier quelque chose d'analogue, et grâce à ça, et après ça, et je pense que c'est sans doute la chose dont je suis le plus fier peut-être de toute ma carrière, la ZT a été recommandée et diffusée à travers l'Afrique par l'OMS avec des dons de certains bienfaiteurs, et ça a réduit considérablement la transmission de la mère à l'enfant, passant de plus de 30% à 6 ou 7, sachant qu'il restait un problème à résoudre, dont je vais vous dire un mot, c'est le problème de l'allaitement maternel. Un mot, oui, peut-être. Je ne sais même pas s'il y a une diapo. Ah oui, tiens, voilà. Mais je pense, en plus, cette diapo, je suis content de vous la montrer parce que c'est Valériane Leroy qui l'a écrite à l'époque. Parce que je crois qu'on a fait un papier ensemble là-dessus. Ce sont les propositions des règles à observer quand on fait éthique et essais cliniques sur le VIH en Afrique.
Alors, c'est de la palissade. Il faut dire que Valériane, en tant que Belge, fait souvent de la palissade, je l'adore, elle a mis quand même des trucs qui ne vous surprendront pas. Par exemple, il faut que la question de recherche soit pertinente et opportune pour le pays hôte. Là, vous voyez, j'en ai parlé au début, que ça peut poser des questions. Est-ce que c'est une opportunité immédiate ou retardée? Il faut que la méthodologie soit adéquate, c'est évident. Avec un comité scientifique, c'est évident. Il faut un investissement dans le système de soins existant. Bon, je ne vais pas tout relire, vous le voyez. Il faut que pour les patients inclus, les risques soient tout à fait acceptés, à l'absence de risque. Hein, absolument impossible qu'il y ait des risques. L'absence de risque inacceptable, ça ne veut rien dire ça. Il faut une absence de risque, ça c'est bien Valériane. Et il faut un consentement éclairé et non un acquiescement, et puis ainsi de suite. Voilà. Ce sont des règles, mais alors ce que je voudrais dire deux choses pour finir, je ne sais pas s'il y a les diapos. Oui, mais tout est dit, tout est dit. Le consentement éclairé, j'y reviens pas, mais vous avez vu que c'est très difficile. La place des chercheurs africains, c'est fondamental et on peut être très fier à Bordeaux, toute l'équipe qui était là et celle qui a grossi depuis, d'avoir donné aux chercheurs africains une véritable place, de véritables partenaires et même de leaders. Je vous signale que le site ANRS de Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui est sans doute de très loin le plus gros site ANRS qui existe, et le seul laboratoire INSERM d'Afrique, est dirigé au nord par Xavier, au sud par Serge Géolier, et que là-dedans, comme chercheurs, publiants, investigateurs principaux, la très, 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 très grande majorité sont des jeunes Africains qui, pour beaucoup, ont passé leur master et leur thèse à Bordeaux, y compris via Internet, mais ce sont presque tous des Africains qui ont pris la main, et c'est très bien. Et c'est pourtant sur les produits pour l'Afrique, on en a déjà parlé. Oui, oui, bien sûr. Mais enfin, quelquefois, c'est un pour qui est retardé, il faut aussi l'admettre. Le quid en post-essai, j'en ai tellement parlé que je n'y reviens pas, j'ai mis 3 croix, vous l'avez compris, c'est ce que j'ai dit sur les antirétroviraux. Alors, l'accord du père, ça c'est un problème. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on a voulu continuer à travailler, enfin moi moins, hein, mais je pense l'équipe avec Xavier et Valériane ont voulu continuer à travailler sur les médicaments qu'il faudrait donner à des enfants dont la mère était séropositive je crois que c'est trimethoprim, en fait, je ne sais plus trop quoi, immédiatement à la naissance pour éviter une éventuelle, s'il y avait eu, parce qu'il y en a quand même qui restent infectés, pour lutter efficacement contre le virus, un peu comme on donnait des traitements à, à un médecin qui se blessait en France, c'est un traitement immédiat, enfin faire quelque chose. Et pour faire quelque chose et des essais, alors comme je ne les ai plus en tête, je ne veux pas les détailler plus, mais ce que je sais, c'est que pour faire ça sur des essais randomisés au bébé, il faut l'accord des parents. Et c'est normal. Sauf que, autant il a été facile d'obtenir, par exemple, sur l'essai que je vous ai montré, l'accord de la mère, c'est quelquefois beaucoup plus délicat et difficile d'obtenir l'accord du père. On a eu des situations où la mère disait qu'elle ne voulait même pas qu'on le demande au père, dans la mesure où elle ne voulait surtout pas que le père sache qu'elles sont séropositives, sinon elle risquait d'être mise dehors. Et puis, quelquefois, le père, qui a été quand même, avec l'accord de la mère, sollicité, a dit non. Donc ça pose une question non négligeable. Enfin, ça a posé une question non négligeable, et je pense qu'elle elle a dû être, d'une certaine manière, améliorée depuis, parce que je ne me suis plus beaucoup occupé de ces problèmes depuis quelques années, mais je sais qu'à l'époque, ça avait posé beaucoup de difficultés. Je pense que la dernière, non, elle est là. Je ne comprends pas comment ça a été fait dynamique, parce que je ne sais pas le faire, le dynamique. Bon, un problème n'est pas résolu, qui va intéresser beaucoup de gens, parmi les gens qui sont spécialistes d'éthique ou des grands penseurs. Je pense à Rachid Sani, s'il me fait l'honneur de m'écouter. On parle d'éthique universelle, c'est indiscutable, indiscutable, indiscutable dans tous les essais. Et moi, je vous ai montré que l'éthique universelle, on devrait plutôt peut-être parler d'éthique adaptée. Vous avez bien vu que là, on a adapté pour le placebo versus AZT un peu l'éthique à l'Afrique. Pour le consentement éclairé, je pense que dans beaucoup d'essais, il faut passer par le chef de famille. Voilà, donc cette éthique universelle dont on dit universelle, il y a peut-être plus une éthique adaptée à chaque situation.
Et ma conclusion, elle est là, il faut, dans la recherche d'un pays en développement, comme dans toute recherche, le besoin d'éthique est essentiel sans être un frein. Vous n'avez qu'à penser, évidemment, je ne vais pas ouvrir la discussion là-dessus, le nombre de grands penseurs éthiciens, on verra ce que dira Hirsch, que Carole a eu bien raison d'inviter la semaine prochaine, sur le côté liberticide de Stop Covid numérisé qui m'a rendu malade de voir s'exciter les gens alors même que c'est évident qu'il faut faire ça. Voilà, au revoir.